D'accord. Alors j'ai vu... Alors tu as vu un étron. J'ai vu un des Tron, ouais. Tron, 3e opus, sous-titré Ares. Tron pour électron, électronique. Il y a presque 45 ans, sorti de Tron 1, considéré comme une date dans l'histoire de la science-fiction au cinéma, pour l'aspect formel d'abord, avec un environnement visuel expérimental incroyable à l'époque, et pour le sujet, novateur dans le début des années 80, le spectateur entrait avec le personnage principal dans un jeu vidéo. On navigue dans le virtuel numérique avec des trucages jamais vus avant. On a revu ça après, cette idée visionnaire où réel et virtuel s'entremêlent a été repris par exemple dans les Matrix des frères-sœurs Wachowski, chez Spielberg dans Ready Player One en 2018 ou dans quelques épisodes de la série Black Mirror. Et aussi dans des histoires incompréhensibles des métavers Marvel, ou malheureusement dans le très vilain Minecraft récent. J'ai pas été voir Tron 2, l'héritage, sorti en 2010, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de découvrir le 3e de la franchise, Ares donc. Impression, du bon et du moins bon. On va brièvement décortiquer ça, ou plutôt le disséquer. Passe-moi ton scalpel, Céline, ou plutôt ton couteau de boucher, Patrick. La tronçonneuse. L'histoire se suit indépendamment des 2 premiers volets, même s'il y a quelques clins d'œil. Alors, elle est basée sur la rivalité entre 2 compagnies industrielles de la tech, l'une versée vers le ludique et l'éducation, dirigée par 2 sœurs progressistes qui veulent le bien de l'humanité, et l'autre tenue par un jeune génie de l'informatique, fou furieux et avide de pouvoir, qui crée des outils novateurs et surpuissants qu'il compte vendre aux militaires. Alors, par exemple, un programme informatique sophistiqué qui peut prendre apparence humaine à l'aide d'une super imprimante laser 3D high-tech. Nom de ce programme mi-numérique, mi-biologique, Ares, soit celui du dieu de la guerre. Donc, contrairement à Tron 1, ce n'est pas ici l'humain qui rentre dans le virtuel, mais le virtuel qui va s'immiscer dans la réalité. Mais notre martial et robotique Ares il a disons une faiblesse pas prévue, associés à un gros défaut. Alors je ne vous dirai pas lesquels, car ils sont les moteurs des intrigues à venir. On fait donc des allers-retours entre le monde réel contemporain et l'intérieur d'une interface informatique super puissante, dirigée par l'intelligence artificielle. Alors si on n'accepte pas ce postulat science-fictionniste de départ, un peu débile quand même, faut bien le dire, on risque de s'ennuyer. Non, mais encore l'IA. Oui, donc j'ai joué le jeu, du moins j'ai essayé, j'en suis ressorti les yeux un peu rougis, à l'image de la colorimétrie générale du film, rouge néon. Le premier Tron, c'était plutôt du bleu néon. Alors dans les plus, qu'est-ce que je peux lister ? Bon, d'abord, un univers visuel homogène, impressionnant, très géométrique et très rouge, donc, bien plus réussi que ceux de beaucoup de superproductions de science-fiction qui manquent souvent d'unité. 2. Une longue course-poursuite vraiment haletante avec des super motos futuristes encore plus belles que celles de Batman. C'est un des sommets du film. Je vois que ça fait envie à Patrick. 3. De beaux combats ultra chorégraphiés avec des armes laser qui doivent quand même beaucoup à Star Wars. Et un moment bienvenu de rétro-nostalgie hommage, où l'on retourne dans l'univers vintage du premier Tron, qui paraît bien désuet comparé à celui de 2005, avec d'ailleurs une brève apparition du héros de l'époque, incarné par Jeff Bridges. Et enfin, autre bonne surprise, une bande originale d'enfer du groupe de techno-industriel Nine Inch Nails, un des points forts du film. Daft Punk avait signé celle du second opus de la franchise Tron. Dans les moins, j'en ai 3. Oui, une nette faiblesse du scénario qui tend vers le manichéisme, avec en gros les tenants de la bonne tech humaniste et philanthrope d'un côté, et de l'autre, la vilaine tech fascisante à la Elon Musk. Qui va gagner ? Je le dirai pas, mais comme souvent dans les superproductions de ce genre, un teasing post-générique de fin nous promet une suite. Bon, le film n'ayant pas trop le succès escompté, je ne sais pas si ce sera le cas. Alors pour ce qui est du casting, tout le budget
a été passé dans les effets spéciaux. On a pris des seconds couteaux. Le pas très bon Jared Leto, déjà aperçu dans quelques navets, et Ares. Je l'ai trouvé monolithique, pas très expressif. Remarquez, c'est un programme informatique humanisé, donc son déficit de charisme est peut-être voulu, on va dire ça. Dernière chose, le tout aurait pu tenir en 1h30 plutôt qu'en 2h. Parce qu'on a quelques moments gloubi-boulga de surenchère d'action superflue ou alors d'explications techno-informatiques pas très claires pour mon cerveau de sapiens boomer peu au fait de ces choses-là. À la réalisation, un certain Joaquin Ronning, coupable, j'ai appris, du 5e volet de Pirates des Caraïbes. C'est de toute façon un genre de film où le réalisateur peut être un tâcheron, l'essentiel reposant sur des techniciens, des effets spéciaux et des capture motion, ou motion capture, je sais pas comment on dit, c'est-à-dire des captures de mouvements d'acteurs sur fond vert et traitées ensuite par l'informatique. Pour finir, alors à l'heure où on s'intéresse de plus en plus à la relation entre intelligence artificielle et humanité, c'est évidemment intéressant que des fictions grand public extrapolent ces interrogations. C'était aussi le cas avec une ambition et un budget bien moindre dans le récent Dalloway, où une romancière incarnée par Cécile de France avait fort à faire avec un assistant visuel intrusif qui voulait en fait prendre sa place. Et on retrouve aussi cette problématique à un niveau plus politique dans les dystopies Chien 51, dont on cause aujourd'hui, par ailleurs. Bref, le sujet commence à devenir bateau dans les fictions cinématographiques, avec quand même, n'oublions pas de le rappeler, Stanley Kubrick en précurseur, inventant un personnage d'ordinateur de bord manipulateur, HAL, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. C'était il y a près de 60 ans. Et son ultime projet, pas mené à bien et que Spielberg a finalisé en 2001, s'appelait tout simplement IA. Alors, le gros changement qu'il y a eu, j'ai pas vu le tronc numéro 3, tu l'as dit, ça a été fait le premier il y a 45 ans. La grosse différence, c'est qu'à ce moment-là, les effets spéciaux étaient des effets spéciaux dits, non pas digitaux, mais analogiques. Oui. Donc, comme aussi, on pouvait le voir dans un superbe film comme, tu as parlé de Kubrick de 2001, où tout n'était fait qu'avec des maquettes et tout, il n'y avait rien, il n'y avait pas l'apport de la digitalisation. Donc, je dirais que maintenant, c'est vrai qu'il y a une course... Une surenchère. Une surenchère, il n'y a plus de limite, alors qu'il faut quand même voir la grosse différence, et c'était peut-être le charme, justement, de ces films-là, où les choses pouvaient être faites de façon, j'allais dire, artisanale. Certainement que tu en reparleras dans une prochaine émission, avec le film L'homme qui rétrécit. Tout à fait, tout à fait. Avec des trucages qui sont vintage voilà. Aussi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas ce que pouvait dire Hervé de ce film, et Tron.